ça qui est surprenant. C'est qu'en fait, pour moi, et c'est pour ça qu'on intervient aussi au niveau des Nations Unies, on est surpris que les Nations Unies réfléchissent à l'humanité sur le plan humain et pas sur le plan légal. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont illégaux. Parce que c'est fait, c'est un fait. Les gens qui étaient de Tunisie et qui arrivaient à Pantelleria et Lampedusa, on savait tous qu'ils étaient dans le gars de l'inégalité. Mais personne ne les renvoyait tout de suite. Et quand en Italie, vous vous rappelez, quand il y a eu un problème au niveau du port et qu'ils les ont rejetés et que les gens sont noyés, tout le monde était contre l'Italie. Si vous regardez les statuts, l'Italie avait raison, techniquement. Mais c'était abominable, parce que les gens sont morts. Oui, et là, ils ne venaient pas de Syrie ou d'Irak. C'est simplement que les Italiens disaient, nous, on ne veut pas qu'ils rentrent dans notre zone. Tant qu'ils étaient en eau maritime internationale, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dès qu'ils rentraient chez nous, hop, on les rejette. Oui, mais après, le bateau, il ne tient pas. Donc ce statut-là, les Nations Unies prévoient qu'il faut les remplacer. Et évidemment, ça, on s'est bien gardé de le dire aux personnes. Et juste remplacer, c'est étudier. S'il y a 10 000, par exemple, refoulés, c'est 10 000 cas étudiés. C'est un pour un. Ou 10 000 cas acceptés. Non, non, c'est 10 000 cas qui vont être acceptés. C'est un pour un. Là, une personne rejetée, une personne rentre. On veut exactement la même chose. Mais on veut que la personne qui rentre soit dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'on sait exactement qui c'est, d'où il vient, etc., qu'il a fait une demande. Et vous voyez que c'est un peu surprenant, mais ça revient en fait finalement à faire de l'immigration légale, alors qu'on a commencé par un processus clandestin de migrants. Voilà. Mais si vous réfléchissez sur le plan humain à l'échelle de l'humanité, eh bien, c'est pas si faux que ça. Parce qu'il faut quand même bien régler ce problème. Sinon, en fait, c'est un problème de rejet. Alors, on a le problème des quotas. Alors ça, c'est assez surprenant. Donc, dans le chapitre 2, vous avez... On va regarder ces arrangements jusqu'au mois de juillet 2015. Donc, vous imaginez que ça s'est passé. Il y a une réflexion par rapport au 22 septembre 2015 qui s'est passé aussi. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on va renégocier ce qui va se passer quand? Eh bien, quand on aura dépassé les 54 000 personnes. Ah, vous n'avez pas tiqué là. C'est qu'en fait, au moment où on a signé, il y avait déjà plus de 54 000 personnes qui étaient déjà dedans. Alors, on a dit, on va signer un papier, mais attention, on va le changer quand il va y avoir 54 000 personnes. Bon, mais en fait, ils étaient déjà dedans. Alors, on fait quoi? Et puis, en fait, il faut renégocier, mais pour l'instant, les 3 milliards, on les a donnés. Voilà. Bon. Alors, donc, là, ce qui est assez intéressant aussi, c'est le vocabulaire diplomatique. Alors, de temps en temps, vous allez voir apparaître, je te le laisserai si tu veux ça pour que tu puisses le renvoyer, vous allez voir apparaître l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Alors, vas-y, dites-moi la différence. Parce que de temps en temps, il dit l'Union européenne fera ça, de temps en temps, il dit les États membres, il ne dit pas des, les États membres de l'Union européenne feront ça. Ça veut dire quoi, ça? Il y en a qui peuvent refuser. Non, c'est pas ça. Ou alors les États pris les uns un par un. Ils sont s'engager. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une décision de l'Union européenne. Ils doivent s'engager personnellement. Eh oui, enfin, nationalement. Et le problème, c'est que pour s'engager nationalement, c'est qu'eux, ils n'ont pas signé l'accord. Et donc, ça fait partie un peu de ce qu'on appelle les traités bizarres, comme le traité de Kars. Alors, je vous donne un exemple. Traité de Kars 1921, traité entre la Turquie et l'Union soviétique. Elle dit qu'il y aura 2 parties. Un tiers est exclu. Et en fait, ils ont donné des territoires arméniens à la Turquie. L'Arménie devient indépendante en 1991. Elle dit, oui, mais moi, je n'ai pas signé. Hein. Ah, si, vous avez signé parce que vous étiez dans l'Union soviétique. Mais moi, on ne m'a pas demandé de signer. Oui, mais vous aviez un représentant. Alors, elle dit, mais si je veux intervenir, si vous intervenez, vous êtes tiers. Ce n'est pas prévu dans les accords. Alors là, vous voyez le truc de fou, c'est qu'en fait, l'Union soviétique n'existe plus. Ah oui. Maintenant, on pourrait se demander qui fait cet accord. Oui. Parce qu'en fait, même s'il n'existe plus, on peut avoir des États successeurs. Mais les États successeurs de l'Union soviétique, il y en a 15. Qu'est-ce qui se passe quand l'un d'entre eux dit « non, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui a été signé par les 15 ». C'est parce que ça me concerne. Et les autres, ils s'en foutaient. Parce que si c'était par exemple le Kazakhstan ou le Turkménistan, ils s'en foutaient que l'Arménie ait donné un bout, etc. C'est pareil pour moi.
Ça, c'est pour vous dire que, suivant les articles que vous allez lire, eh bien, vous n'avez pas tout le temps l'Union européenne. Vous avez de temps en temps les États membres. Et le plus subtil, c'est quand il dit l'Union européenne va demander aux États membres de l'aider. L'Union européenne va demander aux États membres de l'aider. Ah oui. Alors là, on se dit, c'est le flou le plus artistique. On se demande comment ça va être fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est dans un cadre et en même temps, on a un flou et on a des dates qui sont importantes. Donc, par exemple, le mois de juin 2016, on l'a vu passer, ça n'a absolument rien changé, parce qu'évidemment, tout ça, c'était, on va donner de l'argent si on a une diminution des migrants. Donc, on a eu une diminution juste après la signature, et puis on a eu ça. Voilà. Donc, évidemment, ça a été pris sans aucun problème. Donc ça, on devrait redonner, normalement, enfin je pense qu'on ne le fera pas, on devrait redonner 3 milliards à la fin de 2018. Voilà. Donc, soit vous n'êtes pas au courant qu'il n'y a absolument rien de changé, donc en fait on a autant de personnes qui continuent à rentrer, soit vraiment vous pensez qu'ils vont d'un seul coup partir. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est l'aspect, le point 6, c'est le point 6 qui dit qu'à la fin de l'année 2018, eh bien, on va passer aux autres 3 milliards. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a le chapitre 7. On ne peut pas dire qu'il soit long. On pourrait se dire qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans le chapitre 7 parce qu'ils avaient besoin de juste une ligne. Alors, en fait, c'est que l'Union européenne et la Turquie se félicitent de ce qui concerne l'union douanière. Non, mais c'est quand même de l'humour, quoi. Je veux dire, c'est quand même des trucs qu'on signe, nous, quand même. Oui. Donc, nous, on a tout signé. Peut-être vous vous sentez arménien d'un seul coup en disant, mais moi, j'ai pas signé personnellement. Ça, c'est votre problème. Mais en fait, on a signé ce genre de choses et on s'est dit, en quoi ça peut aider sur ce qu'on a fait. Mais en fait, il y a quand même mieux, et c'est là que finalement, on comprend ce qui s'est passé, c'est que le chapitre 8 est un peu plus loin. Vous voyez? Alors, le 8, eh bien, il a 2 dates. Alors, d'un seul coup, dans ce chapitre 8, on parle des chapitres de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et là, on découvre ce qui s'est passé. Donc, on parle comme quoi il y a eu un changement le 29 novembre 2015 et welcome. Donc, l'ouverture du chapitre 17, le 14 décembre 2015, qui a été décidée, et l'ouverture du chapitre 33, durant la présidence hollandaise. Alors moi j'ai beaucoup adoré, parce que bon, nous on est en stratégie, donc on fait toujours attention à tous les détails, c'est pourquoi il précise la présidence hollandaise. Normalement vous devriez me dire qu'est-ce qu'on a à foutre. Les présidences elles changent tous les 6 mois. Pourquoi ça soit fait ça? Enfin, il voulait quand même que ça soit écrit parce que la Hollande considère qu'elle avait vraiment travaillé pour faire ça, pour ouvrir le chapitre 33. Et donc en fait il voudrait, à partir de cette ouverture, que ce serait quand même bien qu'on arrive à faire quelque chose dans les faits à partir du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Comment vous expliquer que le chapitre 8 concerne les chapitres de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, alors qu'on est en train de parler de réfugiés? Alors, vous vous rappelez, chapitre 17 et chapitre 33. Donc, je reviens en arrière, parce que sinon vous me diriez... Eh bien, le chapitre 33, c'est les dispositions financières et budgétaires. Ce qui est évident que ça correspond aux réfugiés, on est d'accord? Non? Voilà. 18 mars 2016, voilà, c'est l'ouverture de ce chapitre. Et le chapitre 17, c'est politique économique et monétaire. Eh bien, moi, je trouve qu'il faut être quand même vraiment fort dans le domaine des droits de l'homme pour parler des droits de l'homme, parler des réfugiés, et avoir en retour le chapitre 17 et le chapitre 33 qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. Voilà. Donc ça, j'essaie de vous le dire pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on parle d'un sujet et en réalité, on en traite un autre. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le problème des droits de l'homme, quand ils sont regardés au niveau du droit politique, eh bien,
on le voit très bien dans le cadre de l'asile politique. La loi est très simple. Vous demandez l'asile politique dans le premier pays qui est non conflictuel par rapport à votre situation. Donc c'est très simple. Regardez la carte. Eh bien, soit vous pensez que l'Union européenne est en contact direct avec la Syrie et l'Irak, et là, ça veut dire que vous avez un manque en termes de géographie. Soit vous pensez qu'ils vont directement en avion, donc ils partent de Syrie et d'Irak, les réfugiés, vous imaginez, et ils arrivent directement dans un pays de l'Union européenne, on est d'accord? Si c'est le cas, même si c'était le cas, il faudrait qu'ils demandent l'asile sur le premier pays où ils se trouvent. Alors là, on a déjà un problème, puisqu'évidemment, ils font tout sauf ça. Ensuite, quand vous interviewez les réfugiés, donc il y a eu énormément d'interviews qui ont été faites, surtout dans les îles grecques, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Entrer dans l'Union européenne. On leur dit, mais vous êtes dans l'Union européenne. Non, mais pas celle-là. Vous voyez? En fait, ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'Allemagne et la Suède. Parce que la Grèce, elle ne les intéresse pas du tout. Évidemment, on a une situation financière et de crise économique très faible, vous imaginez. Bon. Alors, donc à partir du moment où vous entendez ce critère, vous comprenez bien que on a oublié ce critère quand on en parle dans les journaux. Je vous rappelle quand même que l'Angleterre, le Royaume-Uni a quasiment décidé de faire le Brexit pour ne plus avoir de réfugiés. Alors là, c'est vraiment le comble de l'humour. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas en fermant ses frontières, qui étaient de toute façon fermées, qu'elle va réussir à mettre moins de gens. C'est simplement que d'autres politiques se sont engouffrés dans cette problématique en disant que eux, de toute façon, ils n'aimaient pas trop l'Union européenne. Alors, puisqu'elle n'arrive pas à gérer ces problèmes de réfugiés, autant que nous, on sorte. Alors, le problème, c'est que je pense que les Anglais ne sont pas très contents en ce moment, surtout les gens qui sont spécialistes. Pourquoi? Parce que l'Angleterre a immédiatement eu des problèmes avec l'Écosse. Parce que l'Écosse, elle a fait un référendum pour choisir d'être dans le Royaume-Uni ou pas. Un des critères pour être dedans, c'était de dire que le Royaume-Uni appartient à l'Union européenne. Alors nous, on n'allait pas être dehors. Hein. Alors finalement, il décide d'être dedans, et une fois qu'il décide qu'il est dedans, ensuite, le Royaume-Uni décide d'être dehors. Bon. Ensuite, elle a un problème avec l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord se considère comme un territoire occupé par la plupart des Irlandais. Ils ont fait une erreur monstrueuse, c'est qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne, les Irlandais et les Anglais ensemble, en 1973. Ça a complètement bloqué le processus. Pourquoi? Parce que l'Union européenne ne pouvait plus avoir une position. On ne pouvait pas dire moi je suis pour lui ou pour lui, puisqu'ils étaient tous les deux dedans. Imaginez par exemple que la France et l'Allemagne changent de frontière. Et vous dites, il faut que l'Union européenne se positionne. Absolument pas. Si tous les deux pays sont dans l'Union européenne, elle ne va rien se positionner. Elle va dire, c'est... Bon. Ensuite, elle a un problème avec Gibraltar. Gibraltar veut avoir un statut, ça fait partie des 17 cas des traités par les Nations Unies. Et je peux vous dire, parce que j'y étais, on a parlé de ça, tout de suite l'Espagne a dit, puisque vous voulez partir, vous laissez Gibraltar. Et Gibraltar disait, puisque vous voulez partir, nous on veut être indépendants. Alors vous imaginez le Beans, évidemment, le responsable anglais essayant de trouver une solution pour répondre à l'espagnol, aux Nations Unies, aux gens de Gibraltar et contre les possibilités d'indépendance. Bon. Donc vous avez d'un seul coup un pays qui était sans aucun problème se retrouve avec 3 problèmes nationaux. Bon. Maintenant, en fait, on en parlait avec Daniel tout au début, eh bien, la Cour suprême a rejeté la demande du gouvernement anglais qui a demandé de passer par des cas extraordinaires, donc ce qu'on appelle les cas royaux, pour aller directement mettre l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne qui permet de dire que dans 2 ans, ça va être réglé. Eh bien, ça a été rejeté et on leur a dit qu'il faut passer par le Parlement. Alors ça paraît complètement extraordinaire, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même parlementaire l'Angleterre. Ça me paraît complètement incohérent que les gens qui étaient vraiment contre l'Union européenne ont réussi à se moquer des Anglais en leur disant que juste après le référendum, ils seront dehors,
et maintenant on découvre que la Cour suprême est contre ce qu'ils disent, on découvre quand même qu'il faut faire voter le Parlement, bon, bah, peut-être que le Parlement le votera, mais imaginez maintenant que le Parlement vote contre. Alors là, je voudrais bien voir la tête des gens. Et pendant ça, évidemment, on leur a dit qu'ils n'allaient pas donner d'argent à l'Union européenne pendant ce temps-là. C'est évidemment faux. Ils donneront de l'argent jusqu'à ce qu'ils sortent. Donc, on va y arriver, on va y arriver. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que des problèmes qui apparaissent, qui considèrent simplement que c'est simplement des problèmes de statut des droits de l'homme, eh bien, on a en jeu des problèmes stratégiques qui considèrent que on a le problème de la Turquie, on a le problème du Royaume-Uni, on a le problème de l'intégration des nouveaux pays, parce que vous voyez bien ce qui se passe. En même temps, est-ce que vous pourriez me dire maintenant qui en avance, qui vont être les prochains, vous savez? Ah, ben maintenant c'est un peu compliqué. Alors je vous signale que pendant ce temps, il y a quand même des gens qui avancent. Eh oui, parce que regardez un peu les pays de l'ex-Yougoslavie, ils avancent. Et en fait, ils avancent, et l'Albanie aussi, et ils avancent en fait plus vite que la Turquie. Il y a plus de cas. Donc vous regardez les chapitres. Alors, ce que je vous ai expliqué pour les chapitres, c'est tout pour tous les pays pareil. Vous regardez les 35 chapitres, et vous regardez gel, dégel, ouverture, fermeture. Et bien là, vous allez vous rendre compte que des pays qui sont plus récents, entre guillemets, vont plus vite. Et l'autre chose qui est importante aussi, puisqu'on parle aussi de la zone euro, je vous rappelle quand même que pendant qu'on parle de sortir, rentrer, etc., eh bien on a eu des nouvelles entrées dans la zone euro. Alors sur ta carte, ceux qui se lèveront par la suite, vous remarquerez qu'il y a un euro qui est dessiné qui vous indique en fait qui est dans la zone euro ou pas. Bon. Alors, pour conclure, le droit d'asile en France n'est pas quelque chose de spécifique à la France. Alors vous allez me dire, ben si, puisque normalement ça fait partie de la législation française. Oui, mais le problème c'est qu'il faut que ça soit cohérent avec les Nations Unies. Donc, tant qu'on avait 2 ou 3 personnes candidates, ben on gérait ça de façon classique, donc française. C'est pas dénigrant de dire, je veux dire, c'est simplement national. Et ensuite, ben, quand on a énormément de personnes, par exemple des milliers de personnes, on ne peut plus gérer ça de façon classique parce qu'il ne faut pas oublier le droit de non-refoulement. Donc d'un seul coup, les personnes qu'on va rejeter ou expulser, mais il faudra qu'elles seront remplacées par exactement le même nombre. Donc, quand vous entendez par exemple dans la région lyonnaise, etc., je reviens maintenant sur, je fais un zoom, et vous dites, voilà, dans la région lyonnaise, il y aura tant de personnes là-bas, tant de personnes là-bas, tant de personnes là-bas, et puis après on verra où ils vont aller. Ben, c'est très simple. À partir du moment où elles acquièrent ce statut-là, même si elles sont expulsées, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va revenir. Voilà. Donc, vous allez me dire, mais oui, mais on nous dit que c'est intermédiaire. C'est intermédiaire la situation où il se trouve, l'endroit. Mais il y a une permanence quant à la possibilité d'avoir une personne sur place. Donc, du moment où on a quelqu'un qui appartient à un mouvement massif, même s'il est repéré, même s'il est clandestin, même s'il est expulsé, il sera immédiatement remplacé. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, et pas de se dire c'est un problème de l'ordre de l'État. Parce que attention, ce n'est pas une loi de l'Union européenne, c'est une loi des Nations Unies. Elle considère qu'en fait, c'est pour la protection des déplacements massifs. Et, par ailleurs, le problème donc, des accords qu'on a obtenus, on s'est rendu compte finalement qu'on a obtenu des accords, on les a présentés comme quelque chose de positif, il n'y a rien de positif, il n'y a eu aucun changement, et finalement on est en train de se dire, est-ce qu'on n'a pas donné 3 milliards pour rien? Entre-temps, on a très bien vu ce qui se passe au niveau de Daesh. Donc je vous rappelle qu'au départ, on avait beaucoup de personnes, même françaises, qui utilisaient des expressions qui mentionnaient la notion d'État. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est faux. Il faut vraiment dire Daesh. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous qualifiez d'État quelqu'un qui revendique d'être un État, ça veut dire que vous acceptez que l'État qui est n'est plus État. Parce que si d'un seul coup, par exemple, quelqu'un arrivait dans la région lyonnaise et disait « Moi, je suis l'État Trucmuche », bon, ben vous l'appelleriez l'État Trucmuche? Et non. On l'appellerait l'organisation qui prétend avoir des droits là-dessus. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait au départ, on a considéré qu'en gros, tout le monde était d'accord. Et puis finalement, on a vu que maintenant, si vous regardez la presse officielle française, la presse officielle américaine, la presse officielle anglaise,
ils utilisent systématiquement Daesh. Et pas aucune autre expression. Parce qu'évidemment, toute autre expression qui utilise la notion d'État, elle va à l'encontre de la Syrie et de l'Irak, qui sont des États reconnus par les Nations Unies. Donc on avait oublié ce point de détail, on est en train de le remettre en place, et ça c'était pour vous montrer, dans le cadre des droits, du droit d'asile en France, c'est qu'il ne faut pas que vous le regardiez comme une problématique de spécialiste local. Le droit d'asile en France dépend, dans un cadre européen, donc dépend de l'Allemagne et de la Suède, parce qu'en fait on a un problème de passage. Ensuite, elle dépend d'une loi, à savoir, est-ce qu'on est le premier pays dans lequel est arrivé le réfugié? Et donc avant, évidemment, il était dans une situation catastrophique, donc c'est normal. Et ensuite, à partir du moment où on va le remplacer, eh bien c'est un autre statut encore. Donc ça veut dire que concrètement, on a un effet de zoom out, c'est-à-dire qu'en fait, on a au départ une problématique, le droit d'asile en France, et finalement, on se dit qu'il dépend du droit de non-refoulement des Nations Unies. Donc par exemple, si Daniel avait proposé comme sujet le droit d'asile en France, à la façon de Rousseau, ou le droit de non-refoulement des Nations Unies, certains parmi vous auraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ces deux titres, hein? Quand on dit par exemple Julie ou la nouvelle Héloïse. Bon. Ben, c'est une façon savante de parler de la même chose. Là, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à partir du moment où on a un effet massif, vous ne pouvez plus parler du droit d'asile en France en considérant que simplement un problème de cas par cas. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous rappeler une problématique encore plus importante, c'est la notion de génocide. Si vous émettez l'hypothèse qu'un génocide peut être découpé et partitionné au niveau des individus, en gros, vous avez 1 million de crimes. C'est pas ça le génocide. Le génocide ne tient pas compte du nombre et il dit qu'en fait, c'est une destruction systématique. Et là, c'est exactement la même chose qu'on a avec ce cas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne considère pas que c'est simplement 10 000 personnes qui viennent demander un droit, alors que c'est comme ça que c'est présenté des fois. C'est simplement parce que c'est massif, il faut d'abord tenir compte du non-refoulement et ensuite regarder le droit. Et donc, finalement, s'il y a le droit simplement, le droit d'asile politique, si la personne elle est en droit, il n'y a aucun problème, on n'en parle plus. S'il n'est pas en droit, eh ben, elle a quand même des droits en tant que phénomène de masse, parce qu'il va falloir le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que ça, c'est au-dessus de quelque chose qui nous paraissait évident. Soit j'ai un droit, soit je suis expulsé. C'est faux. C'est soit j'ai un droit, soit je suis expulsé et remplacé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut en tenir compte dans la vision à venir, parce qu'on va sans doute renégocier des choses, et c'est bien quand même d'être au courant. C'est pour ça que moi, ça m'a fait plaisir que Daniel vous dise aussi, mais regardez ce que font les députés européens, parce que ceux que vous allez voir, là, et même moi si j'y suis, elles font partie des gens qui ont voté ça. Donc une question que vous pourriez poser, alors vicieuse évidemment, hein, c'est de leur dire est-ce qu'ils ont lu les 9 points. On pouvait être encore plus vicieux. Vous pouvez parler des 9 points sans dire qu'ils en font partie et regarder ce qu'ils répondent. Vous allez voir que la plupart d'entre eux vont vous dire mais c'est inadmissible. Et après vous leur dites mais ça fait partie des 9 points de l'accord. Ah bon? Et depuis quand? Depuis la signature de l'accord, monsieur. D'accord. Alors moi je vous le dis, c'est même pas de l'humour, hein, parce que nous en stratégie on a souvent affaire à des hommes politiques et des fois franchement on se demande s'ils sont présents ou pas. Alors au niveau du Parlement européen, je peux vous dire qu'il y a quand même énormément d'absents. Hein. Oui. Alors donc là, la première chose qu'ils vont vous dire, mais moi j'y étais pas. Oui d'accord, mais nous on t'a quand même élu pour que tu y sois. Et d'ailleurs à ce propos, c'est pas simple de trouver rapidement sur Internet les absences et les présences au Parlement européen. Oui. Il faut bien chercher, hein. Ou alors il faut avoir le lien en tête, et puis voilà. Et il n'y a pas seulement ça, Daniel, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se font représenter. Oui. Il y en a qui font des signatures alors qu'ils ne restent pas très longtemps. Et, Vincent Payon est un grand abstentionniste. Hein. Ce qu'on appelle les professeurs TGV, on avait des gens de Paris qui venaient faire leur cours ici. En fait, ils ne restaient pas sur Lyon. Oui. Ils faisaient l'aller-retour. Eh bien, on a à peu près l'équivalent aussi avec le TGV n'aide pas.
Et oui, il n'aide pas la stabilité du Parlement. Comme il est très rapide, il nous permet d'être là-bas sans être là-bas, tout en étant payé parce qu'on est là-bas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous êtes, j'espère, un peu plus informés. Et puis, faites attention donc à vos euros, aux symboles et à ce qui est fait sans être dit. Donc, tu as une clé USB. Oui, j'ai une clé USB. Voilà, je peux te le mettre.